Cela fait près de 30 ans que la princesse Diana est décédée. Mais la douleur résonne toujours chez ceux qui l'ont connue. Colin Tebbutt, son chauffeur de confiance, non seulement un employé mais aussi l'un de ses plus proches amis, est sorti du silence après toutes ces années. Il fait partie des rares personnes à connaître véritablement les événements de cette nuit fatidique de 1997. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Colin a révélé des détails sur ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi l'accident. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps avant de partager ces informations choquantes et quels secrets a-t-il découvert? Restez avec nous, car vous êtes sur le point d'entendre des informations parmi les plus choquantes que vous ayez jamais entendues. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là, il y a près de 30 ans? Le samedi 30 août 1997, la princesse Diana, accompagnée du producteur de films égyptien Dodi Fayed, fils de l'homme d'affaires Mohamed Al-Fayed, quitte l'aéroport d'Olbia en Sardaigne à bord d'un jet privé. Ils arrivent à l'aéroport du Bourget à Paris, une escale avant Londres, après avoir passé 9 jours ensemble sur le yacht de Mohamed. Ils avaient prévu de passer la nuit à Paris. À ce moment-là, la relation entre Diana et Dodi était devenue le centre de l'attention des médias, avec les paparazzis particulièrement désireux de capturer chaque moment passé ensemble. Afin d'éviter les paparazzis, Henry Paul, directeur adjoint de la sécurité du Ritz, a été chargé de conduire une Mercedes-Benz noire, une voiture équipée de gardes du corps. Une voiture leur a quitté l'hôtel par l'entrée principale de la place Vendôme, attirant l'attention des journalistes. Diana et Dodi, qui étaient assis à l'arrière, ont quitté l'hôtel par la porte arrière de la rue Cambon vers 0020 le 31 août, dans une tentative d'éviter les près de 30 paparazzis attendus à l'entrée principale. Ils ont été rejoints par Trevor Rees-Jones, un membre de l'équipe de sécurité de la famille Fayed, qui était assis à l'avant à droite. Il était le seul à porter sa ceinture de sécurité au moment de l'accident. Après avoir quitté la rue Cambon, ils traversèrent la place de la Concorde, prirent les quais de la Seine, passant par le cours La Reine et le cours Albert Ier, et s'engagèrent dans le tunnel de la place de l'Alma. À 0023, la voiture, roulant à une vitesse estimée de 105 km/h, soit le double de la limite autorisée dans le tunnel de la place de l'Alma, a perdu le contrôle en entrant dans le tunnel. La voiture est entrée en collision avec une Fiat blanche, puis a dévié de la route. L'impact a fait percuter la voiture contre un mur de pierre de l'autre côté du tunnel, la voiture s'immobilisant avec des dommages importants, notamment à l'avant, car il n'y avait pas de glissière de sécurité à l'endroit de l'impact. Les témoins de l'accident ont ensuite décrit une scène chaotique avec de la fumée s'échappant de la voiture. Plusieurs paparazzis à moto sont rapidement arrivés sur les lieux, entourant la Mercedes avant qu'elle ne plonge complètement dans le tunnel, espérant capturer des images de la princesse Diana et de sa nouvelle relation avec Dodi Fayed. Alors que les photographes approchaient, de nombreuses personnes se sont précipitées pour aider les victimes, tandis que d'autres continuaient de prendre des photos, contribuant au chaos. Il a fallu environ 10 minutes pour que la police arrive sur place et 5 minutes de plus pour l'arrivée d'une ambulance. La radio France Info a rapporté qu'un photographe a été attaqué par des spectateurs ne supportant pas la scène macabre. Les paparazzis ont été immédiatement arrêtés et 2 autres ont été interpellés plus tard avec environ 20 rouleaux de film. La police a également confisqué leur voiture. Les pompiers sont arrivés à temps pour aider à sortir les victimes de la voiture déformée. Trevor Rees-Jones, la seule personne dans la voiture à porter une ceinture de sécurité, a été gravement blessé avec des blessures au visage et à la tête, mais était conscient. Diana a été gravement blessée. Dans un état de panique, Diana murmurait sans cesse « Oh mon Dieu !» et alors que les photographes étaient repoussés par la police, elle disait faiblement « Laissez-moi tranquille ». Malgré les efforts de réanimation, Diana n'a pas survécu. Les médecins ont confirmé son décès à 4 heures du matin. Dodi Fayed, qui était assis sur le siège arrière gauche, et Henry Paul, le chauffeur, ont été déclarés morts sur place. Était-ce vraiment juste un accident? Immédiatement après l'accident,
Des enquêteurs de diverses agences françaises étaient présents sur les lieux pour collecter des preuves. Initialement, les médias internationaux ont rapporté que la voiture transportant Diana et Dodi Fayed avait percuté un pilier dans le tunnel à une vitesse pouvant atteindre 190 km/h et que l'aiguille du compteur de vitesse se serait retrouvée bloquée à cette position. Cependant, après une réexamination, les enquêteurs ont conclu que la vitesse réelle au moment de la collision se situait entre 95 et 110 km/h, soit le double de la limite légale de 50 km/h. L'un des éléments clés de l'enquête initiale a été que la Mercedes avait percuté une Fiat Uno blanche avant de perdre le contrôle. Cependant, la Fiat et son conducteur ont rapidement disparu de la scène, laissant la police dans l'incapacité de les retrouver immédiatement. L'une des figures les plus suspectes dans cette affaire, le Van Tan, était propriétaire d'une Fiat Uno blanche. Son histoire était remplie d'incohérences. Tan a d'abord affirmé qu'il travaillait chez lui la nuit de l'accident et qu'il ne conduisait pas. Cependant, certains de ses amis et membres de sa famille ont souligné des incohérences dans son témoignage, alimentant les soupçons selon lesquels Tan aurait pu être directement impliqué dans la collision avec la Mercedes. Certains rapports non officiels ont suggéré que la Fiat Uno de Tan avait été repeinte peu après l'accident, afin d'effacer toute trace de son implication. Malgré un interrogatoire, le Van Tan a été ultérieurement retiré de la liste officielle des suspects en raison de preuves insuffisantes pour le relier à la scène de l'accident. Cependant, beaucoup ont estimé que cette exclusion avait été trop rapide et précipitée, d'autant plus que Tan avait refusé de participer à des interviews ou de fournir d'autres informations aux enquêteurs par la suite. L'une des théories les plus importantes et controversées concernant le rôle de le Van Tan est qu'il pourrait avoir été planté par des forces hostiles pour assassiner Dodi Fayed et la princesse Diana. La relation entre Diana et Dodi, à l'époque, était devenue le centre de l'attention médiatique internationale et politique. Beaucoup croyaient que cette relation était inacceptable pour certains groupes puissants, en particulier l'aristocratie britannique et ceux dont les intérêts étaient menacés par la possibilité que Diana se remarie avec un musulman d'origine arabe. Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi Fayed, a affirmé à plusieurs reprises en public que l'accident n'était pas un simple accident, mais un complot orchestré pour éliminer son fils et la princesse Diana. Pendant ce temps, le public et la famille de Diana ont également réagi fortement aux facteurs liés à l'accident. L'un des facteurs les plus controversés a été la poursuite incessante des paparazzis. Le ministre britannique des Affaires étrangères de l'époque, Robin Cook, a déclaré que si l'accident était en partie causé par les paparazzis, ce serait une tragédie double. L'obsession des médias pour la princesse Diana, surtout pendant sa relation avec Dodi Fayed, a conduit beaucoup à croire que la presse était indirectement responsable de son décès. L'enquête officielle française a duré 18 mois et a conclu en 1999 que la cause principale de l'accident était la perte de contrôle par le chauffeur, Henri Paul. Il a été constaté que Paul conduisait à grande vitesse sous l'influence de l'alcool. Les tests sanguins ont révélé que le taux d'alcool dans le sang de Paul était presque 4 fois supérieur à la limite légale en France. La perte de contrôle de Paul, combinée à la grande vitesse nécessaire pour échapper aux paparazzi et son état d'ivresse, ont été considérés comme la cause principale de l'accident. En 2004, une autre enquête, l'enquête britannique, connue sous le nom d'Opération Pagette, a été lancée pour clarifier les soupçons entourant le décès de la princesse Diana. Les résultats de cette enquête, publiés en 2008, ont une nouvelle fois conclu que l'accident était un événement sans interférence extérieure, rejetant les théories du complot. Le rapport de l'opération Paget a affirmé que le Van Tan n'avait aucun lien clair avec l'accident et a nié qu'il fût un agent de quelconque groupe. Cependant, peu importe le nombre d'enquêtes lancées, la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans le tunnel du pont de l'Alma n'a jamais été pleinement clarifiée. Les théories et spéculations persistent, mais la conclusion officielle confirme toujours qu'une combinaison de l'ivresse de Henri Paul et de la grande vitesse étaient les principales causes de cet accident tragique.
tandis que les paparazzi, bien qu'ayant joué un rôle clé dans la création de la scène tendue, n'ont pas été directement inculpés. À ce jour, l'opinion publique reste partagée. Beaucoup estiment que les enquêtes n'ont pas été suffisamment transparentes et que des indices importants ont été négligés. Des questions sans réponse entourant le Van Tan et la Fiat Uno blanche persistent, alimentant les soupçons d'un complot sombre visant la princesse Diana. Révélation hantée sur la nuit de l'accident tragique de la princesse Diana. Colin Tebbutt, qui n'était pas seulement un chauffeur mais aussi un ami proche de Diana, a récemment ouvert son cœur dans une interview rare, partageant des détails poignants des événements qui ont suivi l'accident tragique. Tebbutt n'était pas le conducteur ce soir-là, un fait qui le hante depuis, se demandant souvent si les choses auraient pu tourner autrement s'il avait été au volant. Rappelant le moment où il a appris l'accident, Tebbutt a décrit comment une soirée ordinaire a été soudainement interrompue par un appel téléphonique. « J'étais chez moi quand le téléphone a sonné », a-t-il dit. C'était un collègue de Balmoral. La voix au bout du fil tremblait. Ils m'ont dit « Colin, il faut allumer la télé. Il y a eu un accident impliquant la princesse. » Le choc de ces mots l'a laissé sans voix. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai allumé la télévision et là, les nouvelles défilaient à l'écran. J'étais dans un état de totale incrédulité. Tebbutt savait qu'il devait se rendre immédiatement au palais de Kensington. Je ressentais ce besoin irrépressible d'y être, a-t-il expliqué. Je devais être là pour elle, même si je savais que je ne pouvais rien changer à ce qui était arrivé. À son arrivée à Paris, Tebbutt a été confronté au chaos à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La scène était remplie d'une activité frénétique. Médecins et infirmières se précipitaient, tentant de sauver Diana. La barrière de la langue a ajouté au stress, car Tebbutt avait du mal à communiquer efficacement avec le personnel médical français. Heureusement, il avait sa femme à ses côtés, qui lui apportait un soutien émotionnel nécessaire, et un attaché militaire l'aidait à naviguer dans les obstacles administratifs. Malgré cette aide, l'atmosphère était intense, avec des journalistes et des photographes envahissant les terrains de l'hôpital. La poursuite agressive des médias pour obtenir des informations a créé un environnement intrusif et difficile. À l'intérieur de l'hôpital, Tebbutt a vécu l'un de ses moments les plus difficiles. Il a été emmené à la morgue pour voir le corps de Diana. La pièce était très chaude, a-t-il expliqué. Je m'inquiétais pour son apparence, car la chaleur pourrait l'affecter. J'ai demandé qu'on apporte un ventilateur, juste pour garder la pièce fraîche. Il a remarqué que la pièce était chaude et a demandé qu'un ventilateur soit apporté pour la garder fraîche, inquiet de préserver son apparence. Dans un moment bouleversant, la brise du ventilateur a fait bouger légèrement les cheveux de Diana, ce qui a profondément affecté Tebbutt. Ce fut un instant bref mais marquant, comme si elle était encore en vie. Il a dû prendre un moment pour se ressaisir, accablé par la réalité de sa disparition. J'ai ressenti une immense tristesse m'envahir. C'était la même femme, pleine de vie quelques jours avant, et maintenant la voici, allongée, immobile et sans vie. Cela m'a brisé le cœur. Le processus pour ramener le corps de Diana en Angleterre a été semé d'embûches logistiques. Tebbutt a ressenti une pression immense pour gérer tout cela avec le plus grand respect, conscient que le monde entier observait. Il voulait s'assurer que chaque détail soit pris en charge correctement, afin que la mémoire de Diana soit honorée. Le voyage de retour en Angleterre était sombre, et à leur arrivée, l'ampleur du deuil public était évidente. Les rues étaient remplies de fleurs, et les gens pleuraient ouvertement en se rassemblant pour rendre hommage. Tebbutt a décrit cette scène comme un spectacle déchirant qu'il n'avait jamais vu auparavant. Malgré la douleur accablante, il savait qu'il devait rester concentré et continuer à préparer l'adieu final à Diana. En évoquant les événements de cette nuit-là, Tebbutt a abordé les nombreuses théories du complot qui ont entouré le décès de Diana. Il a partagé son expérience de conduite dans le tunnel du pont de l'Alma, où l'accident a eu lieu. Le tunnel est très difficile à naviguer, surtout la nuit, a-t-il expliqué. C'est sombre.
et les phares des voitures peuvent être éblouissants. Les murs semblent se refermer autour de vous, et il est facile de se désorienter. Tebbutt voulait offrir une perspective rationnelle en contrant les spéculations répandues sur un éventuel sabotage. J'ai conduit moi-même dans ce tunnel et je peux comprendre comment un accident pourrait survenir. C'est un endroit dangereux, surtout si vous roulez vite. Pendant des années, Tebbutt a toujours été hanté par le sentiment de culpabilité de ne pas avoir été celui qui conduisait cette nuit-là. J'y pense tout le temps, a-t-il avoué. C'est difficile de se débarrasser de cette sensation que peut-être, d'une manière ou d'une autre, j'aurais pu faire les choses différemment, a-t-il dit. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, et j'espère avoir honoré sa mémoire de la manière qu'elle méritait. Tebbutt se souvient de la princesse Diana comme d'une femme compatissante, toujours souriante et avec un grand sens de l'humour. Il a dit qu'ils avaient des conversations agréables et qu'elle était toujours gentille avec tout le monde autour d'elle, du personnel aux personnes qu'elle rencontrait dans la rue. Sa fin a laissé un immense vide dans la vie d'un homme qui la traitait plus comme une amie que comme une employeuse. Diana était une femme spéciale, et ne pas avoir pu la protéger cette nuit-là est quelque chose que je regretterai toujours, a déclaré Tebbutt. Le regret et le chagrin d'un chauffeur après la fin tragique de la princesse Diana. Un autre de ses chauffeurs proches, Steve Davies, a également été hanté par la fin de Diana. Bien qu'il ne fût pas présent cette nuit fatidique, il a toujours cru que si c'était lui qui avait été au volant, les choses auraient pu se passer différemment. Cette douleur s'est intensifiée par le fait qu'il a été brusquement licencié à la fin de 1995, sans aucune explication claire de la part de Diana. Davies a déclaré qu'à l'époque, il ne comprenait pas ce qui se passait. On lui avait dit que la princesse Diana ne voulait plus de lui autour d'elle. Il n'avait plus le droit de la conduire, ni même de laver sa voiture. Cela l'a profondément blessé et humilié. Bien qu'il ait continué à être payé, Davies passait ses journées à ne rien faire dans le garage, souvent jusqu'à 10 heures par jour. Il se sentait humilié et a fait faillite car il ne faisait plus le travail auquel il avait consacré tant d'années. C'était un coup dur pour Davies, qui considérait servir la princesse Diana comme un honneur et une responsabilité de toute une vie. Davies a appris plus tard que cette décision était liée à un complot du journaliste Martin Bashir. Lors d'une rencontre secrète avec la princesse Diana et son frère, Charles Spencer, en septembre 1995, Bashir avait diffusé de fausses informations, fabriquant de faux documents bancaires pour convaincre Diana que Davies était corrompu par la presse. C'était une manœuvre pour semer le doute, afin que Diana accepte de participer au programme Panorama de la BBC en novembre 1995. Il avait averti Diana que sa voiture était surveillée et écoutée, ce qui l'avait conduite à perdre confiance en Davies. La conséquence pour moi a été que j'ai dû abandonner ce que je voulais être le travail de ma vie. Le service royal, c'est une question de confiance et de loyauté, de discrétion, d'un sens du devoir. Votre réputation, votre nom, c'est tout, a-t-il partagé, exprimant sa douleur d'avoir été incompris. En se souvenant de ces événements, Davies ne pouvait cacher sa colère. Je ne suis pas du genre à perdre du temps et de l'énergie à nourrir du ressentiment, mais elle est morte en croyant que je l'avais trahie. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier ni pardonner, a-t-il dit. Avec du recul, Davies a réfléchi à la perte qu'il avait subie après que sa carrière ait été injustement détruite. « J'aurais pu conduire pour le roi Charles ou le prince William maintenant, » a-t-il dit. Imaginez conduire pour William quand il était garçon à l'école préparatoire, puis être là pour lui en tant que prince de Galles. Davies avait espéré avoir une carrière longue au service de la famille royale, étant témoin de moments importants dans la vie des membres de la royauté. Sa douleur n'était pas seulement la perte d'un emploi qu'il aimait, mais aussi le malentendu qui n'avait pas été éclairci. Davies, qui avait toujours été loyal envers Diana, ne pouvait accepter sa mort, croyant l'avoir trahi. Malgré sa tristesse d'avoir perdu son travail, Davies garde de bons souvenirs de la princesse Diana.
Mon travail, c'était ma vie. J'étais toujours là pour elle, a-t-il dit. On ne peut pas expliquer Diana à l'époque, tout comme on ne peut pas l'expliquer maintenant. Elle était bien plus belle en personne que sur n'importe quelle photo. Elle avait une telle présence physique, elle fascinait les gens en public. Davies décrit Diana comme une femme d'un grand charisme, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse. Il se souvient des moments où elle s'intéressait toujours à son personnel, ne se contentant pas de demander comment ils allaient, mais en leur montrant également de l'appréciation. Un adieu mondial à la princesse du peuple. Les funérailles de la princesse Diana, le 6 septembre 1997, à l'abbaye de Westminster, furent l'un des événements les plus grands et les plus émouvants du XXe siècle, alors que des millions de personnes à travers le monde se sont réunies pour rendre hommage à une femme qu'elles aimaient et respectaient. Bien que Diana ait perdu son statut royal après son divorce avec le prince Charles en 1996, le public a insisté pour qu'elle bénéficie d'un funérail royal. Finalement, en raison de l'amour et de l'affection du public, ainsi que de la compréhension de la famille royale, il a été décidé d'organiser des funérailles avec des cérémonies officielles. Dès que la nouvelle du décès de Diana s'est répandue, le monde entier est tombé dans un état de choc et de deuil. Devant le palais de Kensington, où Diana vivait, des milliers de personnes se sont précipitées pour déposer des fleurs, allumer des bougies et envoyer des messages émouvants. Des mers de fleurs s'étendaient le long des murs et des milliers de personnes venaient rendre hommage chaque jour. Londres était plongée dans une atmosphère sombre et lugubre, alors que des gens du monde entier venaient pleurer leur perte. Le jour des funérailles, plus de 3 millions de personnes se sont rendues à Londres pour voir passer le corbillard dans les rues. Les gens se sont alignés le long des rues, beaucoup en larmes, et l'atmosphère était si silencieuse qu'on pouvait entendre les roues rouler sur le pavé. La foule s'étendait du palais de St. James à l'abbaye de Westminster, créant une scène incroyable d'unité et d'amour pour Diana. La cérémonie a débuté à 11 heures à l'abbaye de Westminster et a réuni plus de 2000 invités, dont la famille royale, les amis de Diana et des célébrités du monde entier. Parmi les personnes présentes, il y avait la première dame des États-Unis, Hillary Clinton, la première dame de France, Bernadette Chirac, et des célébrités telles que le chanteur italien Luciano Pavarotti, ainsi que les amis proches de Diana, George Michael et Elton John. Elton John a interprété Candle in the Wind, une chanson qu'il avait réécrite en mémoire de la princesse sous le titre Goodbye England's Rose. La chanson est rapidement devenue un morceau emblématique, avec des paroles émouvantes dédiées à Diana. Candle in the Wind 1997 s'est vendu à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde, devenant l'un des singles les plus vendus de l'histoire de la musique. Le discours du comte Spencer lors des funérailles de la princesse Diana fut l'un des moments les plus émouvants et mémorables de la cérémonie. Il n'a pas hésité à critiquer les médias et à indirectement critiquer le traitement réservé à Diana par la famille royale, une chose que peu de personnes auraient osé faire dans un tel cadre solennel. Diana était un symbole de gentillesse, de service envers les autres, de dignité et d'intégrité. Malgré la pression, elle a toujours défendu les valeurs en lesquelles elle croyait. Elle n'avait pas besoin d'un titre royal pour continuer à faire ce qu'elle a toujours fait. Pour tout le monde, elle était toujours la princesse. Le comte Spencer a poursuivi en critiquant la manière dont les médias avaient traité Diana, qualifiant cela de « soif de sang implacable » qui a poussé sa sœur au bord du gouffre. « Je vous promets à tous que nous, la famille de Diana, ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer la mission qu'elle a commencée, pour protéger ses 2 enfants de la pression médiatique incessante que Diana a subie toute sa vie. » Ces mots ont touché la douleur collective de millions de personnes qui suivaient la cérémonie. Le discours du comte Spencer a été accueilli par des applaudissements et des signes d'approbation de la foule, une réaction rare lors d'une cérémonie royale, reflétant l'indignation et le deuil du public face au décès de Diana, ainsi que la critique de la manière dont elle avait été traitée par les médias et certains membres de la famille royale.
En plus de ceux qui se trouvaient à l'intérieur de l'abbaye, des millions de personnes ont regardé la cérémonie depuis l'extérieur sur des écrans géants installés dans Hyde Park et d'autres lieux publics. La foule regardait en silence lorsque le cercueil de Diana a été porté à l'abbaye, drapé du drapeau royal et d'une couronne de fleurs de ses fils, le prince William et le prince Harry, avec les simples mots « Maman ». Les funérailles ont été retransmises en direct à la télévision, attirant environ 31,5 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni. À l'échelle mondiale, plus de 2,5 milliards de personnes ont regardé la cérémonie à la télévision, en faisant l'un des événements les plus regardés de l'histoire. La cérémonie a été diffusée en 44 langues différentes, montrant que l'impact et l'affection pour Diana ne se limitaient pas aux frontières du Royaume-Uni, mais s'étendaient à travers le monde. Après la cérémonie à l'abbaye de Westminster, le cercueil de Diana a été chargé dans un corbillard Daimler pour commencer le long voyage vers Althorp, où elle sera enterrée. Le corbillard a traversé les rues de Londres, puis a pris l'autoroute M1. Tout au long du parcours, des gens se sont alignés des deux côtés de la route, éparpillant des fleurs et rendant leurs derniers hommages à Diana. Beaucoup ont arrêté leur voiture, sont sortis de leur véhicule pour incliner la tête en signe d'adieu et montrer leur profonde sympathie pour les démunis et vulnérables. Le mémorial Diana à Althorp est ouvert aux visiteurs pendant les mois d'été, avec une exposition spéciale sur sa vie et son œuvre. Tous les profits de la visite sont reversés au Diana, Princess of Wales Memorial Fund, qui poursuit l'œuvre caritative qu'elle a commencée de son vivant. C'est une manière de préserver et d'honorer l'héritage de Diana, qui a consacré sa vie au travail humanitaire, prenant soin des pauvres et de ceux qui étaient abandonnés par la société. Les funérailles de la princesse Diana n'étaient pas seulement un hommage à une personne exceptionnelle, mais aussi un symbole de l'affection et du respect que le monde lui portait. Pour beaucoup, Diana n'était pas simplement une princesse, mais aussi une rose britannique, une femme au cœur généreux et à l'esprit indomptable, toujours en lutte pour les meilleures choses de la vie. Les réactions des royaux et du public à la fin tragique de la princesse. Face à des nouvelles douloureuses et inattendues, la famille royale britannique, en particulier la reine Élisabeth II et le prince Charles, a été sous un intense regard médiatique durant cette période. Initialement, la reine Élisabeth n'a pas fait de déclaration publique immédiate, ce qui a suscité une large critique de la part du public et des médias. Beaucoup estimaient que le silence de la reine lors d'une telle tragédie nationale était un échec de leadership, certains l'accusant d'être trop distante et détachée de la douleur du public. En revanche, le prince Charles, qui se trouvait en Écosse à ce moment-là, a immédiatement pris l'avion pour Londres après avoir appris la nouvelle du décès de Diana. Malgré la complexité de leur relation suite à leur divorce l'année précédente, Charles était visiblement bouleversé. Il a exprimé sa tristesse publiquement, déclarant « Diana était une mère merveilleuse pour mes enfants, et je suis profondément attristé par sa disparition. Elle sera toujours rappelée et respectée pour ce qu'elle a fait pour la société et pour notre famille. » Les mots de Charles étaient une tentative d'honorer le rôle de Diana en tant que mère de ses enfants, William et Harry, et de reconnaître ses contributions aux causes caritatives, même après leur séparation. Ses deux fils, le prince William et le prince Harry, étaient encore très jeunes. William avait 15 ans et Harry seulement 12. La perte de leur mère n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi une tragédie publique, les affectant de manière que peu de gens peuvent comprendre. Les premiers moments après la nouvelle du décès de Diana furent irréels pour eux deux. Selon divers témoignages, c'est le prince Charles qui a dû annoncer la terrible nouvelle à ses fils. Les jeunes princes étaient en Écosse avec leur père au château de Balmoral, à l'abri des regards, lorsque Diana a été déclarée morte à la suite d'un accident de voiture à Paris. William, qui était toujours perçu comme plus sérieux et réfléchi, aurait réagi avec choc et incrédulité. En tant qu'aîné, il reviendra plus tard sur la difficulté de traiter une telle perte à un âge aussi jeune. « Je pense que cela a été très difficile pour Harry et pour moi », a-t-il déclaré.
et c'était une perte soudaine, mais aussi la perte de quelqu'un que nous adorions tous les deux. Harry, de son côté, a souvent parlé de la manière dont son deuil a été exacerbé par le fait qu'il était encore si jeune et peinait à comprendre l'ampleur de la perte. Dans une interview de 2017 pour le documentaire The Diana, 7 jours, Harry a révélé « J'étais sous le choc total. Je ne pense pas avoir compris ce qui s'était passé avant beaucoup plus tard. » Harry a ensuite partagé comment l'attention médiatique constante rendait encore plus difficile pour lui de faire son deuil en privé. On ne pouvait même pas pleurer en famille, car les médias étaient là, constamment, a-t-il dit. C'était un énorme choc. En fait, William a plus tard avoué qu'il se sentait trahi par la manière dont sa famille, en particulier la reine, avait réagi au départ face au décès de sa mère. Je voulais pleurer ma mère avec ma famille, mais j'avais l'impression qu'on ne me le permettait pas, a-t-il déclaré. La reine, en particulier, a été critiquée pour ne pas être immédiatement revenue à Londres après la mort de Diana. Ce n'est qu'après que la pression publique se soit intensifiée qu'elle et le prince Philippe sont revenus de Balmoral pour participer aux préparatifs des funérailles. William a également avoué que, pendant cette période, il avait eu l'impression que la famille royale, y compris son père, était déconnectée de ses émotions. « J'avais l'impression que tout le monde me disait juste de continuer », a-t-il déclaré. À travers le monde, des millions de personnes ont exprimé leur tristesse. Des rassemblements et des hommages ont été organisés en de nombreux endroits, notamment devant le palais de Buckingham. Des millions de Britanniques se sont rendus sur place pour déposer des fleurs et écrire des condoléances. Un porte-parole public a déclaré « La réaction de la presse à la mort de Diana a également été intense. Des journaux internationaux tels que The Sun et The Mirror ont qualifié l'accident de tragédie du siècle, reflétant la conviction générale que sa disparition n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une tragédie nationale et mondiale. » De nombreux articles ont salué Diana comme « la reine des cœurs du peuple », une phrase qui résumait sa connexion unique avec le public. Cependant, parallèlement aux expressions de tristesse, une vive critique a été adressée aux paparazzi, dont la quête incessante de Diana lors de ses derniers moments était largement perçue comme ayant contribué à l'accident tragique dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Les photographes, qui suivaient la voiture de Diana, ont été accusés d'avoir causé l'accident, et de nombreux articles ont souligné comment les pratiques intrusives et sensationnalistes des médias étaient en partie responsables de sa mort. Cette critique a donné lieu à une conversation plus large sur l'éthique de la presse et les dangers posés par la culture des paparazzis, en particulier en ce qui concerne la sécurité des personnes de haut profil, comme Diana. La princesse Diana n'est peut-être plus parmi nous, mais elle brille toujours dans le cœur de millions de personnes. Son héritage et l'impact qu'elle a eu sur le monde sont indéniables. Mais croyez-vous que la mort de Diana a été un accident? Ou pensez-vous qu'il y a des théories du complot derrière cette fin tragique? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. À bientôt dans la prochaine vidéo.